de vous retrouver une fois de plus pour le compte de ces magazines féminins Grande Dame sur votre télévision. En tout cas, grande est notre joie de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder de partout dans la ville de Lubumbashi et partout ailleurs au travers notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui dans Grande Dame, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Bora Uzima Akilimali Agnès. Bonjour Madame et bienvenue. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Très chers téléspectateurs, je tiens à vous signaler que Madame Bora est médecin ophtalmologue. Elle est chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Elle est également femme politique parce que nous l'avons vue aux élections de décembre 2018. Mais non seulement ça, elle est mère de famille et elle est aussi fondatrice de 2 ONG. Il s'agit bel et bien de Yadame et Corps du Christ. Alors, Madame Bora, nous avons vraiment le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Et pour commencer, vos impressions. Je suis ravie et je suis un peu étonnée parce que je parlais que je suis une femme politique. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez su. Nous allons y arriver. C'est vous qui allez nous parler de vous tout à l'heure dans cette émission. Et donc, nos très chers téléspectateurs vont devoir vous découvrir tout au long de ces magazines féminins. Alors, parlez-nous un peu d'une manière brève. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose qui m'a attirée chez vous. C'est votre nom, en fait. Bora Uzima Akilimali Agnès. C'est quoi l'essence de votre nom? Si nous prenons Bora, Bora tout court, c'est quelque chose de pur, quelque chose de bien, quelque chose de beau. Akilimali? Mais non, on ne peut pas. Le Akilimali, là, ça veut dire avec l'intelligence, on est riche. Vous voyez? Okay. Alors, si on n'est pas en vie, donc même le Akilimali ne va pas exister. D'abord, il faut avoir la vie. Et avec l'intelligence, on est riche. Donc, si je peux me résumer, Bora Uzima Akilimali, ça veut dire mieux vaut la vie, mieux vaut être en vie. Et quand on est en vie, avec un peu d'intelligence, on est riche. On est riche. Voilà. Et Agnès? Agnès, c'est le nom qu'on m'a donné de ma grand-mère. Ah, ok. Voilà, qui a mis au monde mon père. Voilà. D'une manière brève, je sais que vous avez un long parcours professionnel, parce que j'ai quand même à discuter avec vous, mais d'une manière brève, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Moi, j'ai commencé mes études universitaires, c'était en 1990. Et j'ai terminé en 2001. Ok. C'est un peu long parce que quand j'ai commencé déjà le G1, G2, je me suis mariée. Okay. Je me suis mariée à l'âge de 21 ans. Et j'ai commencé à mettre le nom de mes enfants. Tout en étant étudiante? Tout en étant étudiante. C'est ainsi que vous avez session aujourd'hui, vous avez la grossesse, vous devez arrêter, vous mettez au monde, tout ça, c'était pas facile pour moi. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai pu terminer. Ce n'était pas facile, mais j'ai quand même pu terminer. Et directement quand j'ai terminé, j'ai commencé mon parcours donc académique, donc, ma formation en ophtalmologie. Et c'était en 2002 que j'ai commencé avec ça. Et j'ai été engagée officiellement à l'université en 2004, janvier 2004. Je suis devenue spécialiste et après ma spécialisation, juste après cette spécialisation, je suis passée à devenir chef de travaux et jusqu'à aujourd'hui, et je suis en train de préparer ma thèse aussi. Ok. Mais est-ce que, vu la place que vous occupez ou la position que vous avez dans la société, tout ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez réalisé votre rêve? Je n'ai pas encore réalisé mon rêve. Okay. Parce que mon rêve, c'est d'aider les démunis, les opprimés. Mon rêve,
c'est que vraiment la population tout autour de nous puisse avoir une vie plus ou moins stable, puisse mener un minimum de vie qui est quand même acceptable, parce que nous voyons tout autour de nous. Et chaque fois que je vois ces personnes-là, les opprimés, les démunis, moi ça me fait très mal. J'ai une compassion vraiment extrême pour cette population, je ne sais pas. Alors tant que je ne suis pas encore arrivée à satisfaire cette population, là je crois que mon rêve n'est pas encore réalisé. Vous avez beaucoup œuvré dans ces domaines médicaux. Et depuis que vous avez commencé, vous l'avez dit, votre parcours professionnel est purement médical, mais on vous a vu aux élections de décembre 2018 et puis du coup vous avez disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique? Bon, en fait, moi la politique ne m'attire pas tellement. Si je peux me retrouver aujourd'hui dans la politique, même un jour dans la politique, c'est à cause de cette population effectivement. Moi je ne sais pas ce qui se passe avec ma population tout autour. Vous faites un travail, vous les aidez, mais ils vous poussent à faire quelque chose. Moi, je ne sais pas ce qu'ils voient en moi. Moi, j'ai ces soucis, je ne l'exprime jamais aux gens. Je n'ai jamais dit ça. D'ailleurs, il y a certaines personnes peut-être qui vont s'étonner d'entendre que j'ai ces soucis-là. Que ceux qui sont démunis puissent avoir une vie plus ou moins stable. Pour certaines personnes, ils vont s'étonner. Mais c'est la population qui m'a poussé à faire ça. Pas moi-même, ce n'est pas venu de moi-même. D'ailleurs, je n'aime pas la politique. Je ne l'aime pas. Mais vous avez quand même postulé. J'ai postulé. Et puis à la députation nationale et provinciale. Donc c'est cette population, ce sont les personnes qui sont tout autour de moi. Et d'ailleurs, plusieurs fois, on m'a proposé de faire partie de la politique. Et moi, j'ai fui dans tous les sens. Et je suis arrivée une fois en Zambie, ça m'a rattrapée. C'est une dame qui m'a dit, madame, en vous, elle ne me connaît pas. Je sens que vous devez faire cette carrière. Vous devez aider votre population. Vous devez. Et moi, je suis congolais. Ça m'a rattrapé en Zambie. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je peux tenter. Je peux tenter, mais je n'aime pas la politique. J'ai tenté, c'est dans ce souci-là, d'aider un peu cette population. Je vois la population qui souffre, je vois des injustices sociales, je vois des histoires impossibles tout autour de moi. Et moi, ça me met mal à l'aise. C'est ce qui m'a poussé à dire, je peux tenter. Mais malheureusement, avec tout ce que nous avons connu, bon, nous sommes restés là. Bon, vous avez tenté, est-ce qu'il faut toujours continuer quand ça ne va pas? Oui, mais pourquoi baisser les bras? Puisque la population vous réclame. Ah bon? Oui, vous l'avez dit. C'est la population qui vous a poussé à postuler. Oui. Il faut toujours tenter, on ne sait jamais. Avec les réalités dans lesquelles notre pays est en train de courir, c'est pas facile. On peut être ministre de soi-même. Quand on sait bien faire son travail. On est ministre de soi-même là où on est. Quand on sait rendre à cette population heureux, vous pouvez les rendre un bon travail, vous pouvez les aider, vous pouvez souvenir à leurs besoins. Moi, je crois qu'on est ministre de soi-même. On n'a pas besoin d'être ministre quelque part pour faire ce travail. Si les autres ne parviennent pas peut-être à comprendre, ou bien ne faites pas quelque chose, il ne faut pas les juger. Jugeons-nous nous-mêmes. Commençons par quelque chose. Là où tu es, commence par quelque chose. Si tu ne commences pas par quelque chose, il ne faut pas rêver que à partir des autres, tu feras quelque chose. Il faut que je sois, par exemple, au gouvernement provincial, au gouvernement national, pour que je puisse aider mon voisin, pour que je puisse mettre la propriété tout autour de moi, pour que je puisse aider les enfants qui sont sous la rue, qui n'ont même pas du pain, ils sont chassés partout là dans leur famille, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que vraiment il faut que le gouverneur soit là pour que ces enfants puissent mieux vivre? Mais moi qui suis à côté de ces enfants, qu'est-ce que je peux faire de moi-même, sans attendre d'abord le gouvernement provincial ou bien national? Qu'est-ce que moi en tant que chrétien par exemple, moi en tant que médecin, moi en tant que mère de famille, qu'est-ce que je peux faire? N'est-ce pas? Donc je commence par moi-même. Et le fait que je commence par, je peux être ministre de moi-même. Moi-même, je peux être ministre de l'Intérieur moi-même. Mais docteur Bourassi, on vous nomme aujourd'hui ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous allez réaliser en première position? Nous sommes dans votre domaine. Là, c'est un peu compliqué. Comment ça? C'est compliqué, pourquoi? Parce que
si nous regardons tout ce qui se trouve autour du Congo, dans notre Congo, les mentalités des gens, c'est tout à fait un problème. D'abord, ce que nous devons commencer par faire, c'est de changer la mentalité. Regardez un peu sur la route, les embouteillages qui se créent. Vous êtes sûr que c'est parce qu'il y a un problème de route qu'il y a cet embouteillage-là? Vous allez voir quelqu'un qui ne sait pas comprendre de laisser passer l'autre. Son ami lui demande de lui laisser passer. Il le regarde méchamment, il lui dit des bêtises et parfois ne permet même pas de passer alors que c'est son droit de passer. Ne laisse pas passer, vous voyez. Et on peut passer des heures et des heures parce que les gens ont dans leur cœur, je ne sais pas si c'est la maladie, si c'est quoi, les gens ont dans leur cœur une méchanceté là qu'on ne sait pas expliquer ça. Et on crée un embouteillage parce qu'il y a un problème d'incompréhension. Si les Congolais apprenaient à se tolérer, si les Congolais apprenaient à se voir l'un dans l'autre mutuellement, moi je crois que se dépasser, monter un peu notre niveau, hein, de quitter là où nous sommes et aller un peu plus que ce que l'autre peut être vis-à-vis de moi, ou bien vis-à-vis de soi, moi je crois que ça peut traiter quelque chose. Le premier problème, au niveau de la santé, nous avons des ordures tout autour de nous, nous avons beaucoup de problèmes. Comment on peut vivre dans un environnement sale? Comment on peut vivre dans un monde continuel avec incompréhension chaque jour? Celui-ci qui fait ça, nous on voit toujours le mal, on ne sait pas voir le bien de l'autre. Vous voyez tout ça? Ça c'est la maladie qui je peux dire qu'elle est généralisée. Vous allez commencer à traiter, quelle sera la priorité pour traiter tous ces malades-là? Donc quand dans la tête ça ne va pas, c'est déjà une maladie. Et quand même si on est un ministre de la Santé, et vous avez ceux qui doivent travailler avec vous, qui ne vous comprennent pas d'abord. Vous faites ça et ils font ça. Vous pensez que c'est facile aussi pour le ministre de la Santé? Moi, je crois que c'est le traitement de la mentalité qui doit commencer et que chacun soit conscient d'abord de soi-même. Donc, par rapport à moi, si je suis ministre de la Santé, je dois travailler d'abord sur moi-même. Pas sur les autres. Si je dois faire ça, moi, je fais d'abord. Que je ne sois pas là pour condamner les autres. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? C'est à cause de l'autre. Vous voyez, même au début de la création, Adam et Ève, quand on a demandé à Ève, Dieu est venu demander, qu'est-ce que vous avez fait? Adam a commencé à dire, c'est la femme que tu m'as donnée. On demande à la femme, c'est le serpent. Vous voyez? Et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes maudits. Si on doit se surpasser, que chacun se mette à sa place, avec ma responsabilité que j'ai, l'autre est responsable, le ministre de la Santé. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider l'autre qui est à cette place-là à mieux travailler? Vous voyez? Si on faisait ça, je crois qu'on pouvait bien évoluer. Mais malheureusement, on met quelqu'un là, la première des choses, nous sommes de critiquer, mais en tant que nous-mêmes, on ne sait pas voir les défauts qui sont en nous. Nous ne savons même pas ranger notre parcelle. Nous ne savons même pas mettre de l'ordre chez nous. Et nous voulons mettre de l'ordre. Nous voulons mettre de l'ordre dans la vie de quelqu'un. Nous voulons lui donner une façon de travailler. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pourquoi je te dis. Mais docteur, avec toutes ces belles idées, parce que là, il faut l'avouer. Parce que c'est le même système. Même si vous nommez des ministres aujourd'hui, demain, tant que le même système reste à la place, je pense qu'on ne va rien améliorer. Même si moi, je me nomme ministre de la Santé là-bas. Il faut changer le système. Il faut éduquer cette population et voir maintenant quels sont les objectifs qu'il faut définir et il faut les accomplir. Je te dis que ce n'est pas facile. Et avec toutes ces idées, docteur, on peut quand même vous espérer en 2023, non? Aux élections de 2023. Non, parce que ne me dites pas que vous allez garder tout ça pour vous-même, étant donné que vous avez le souci de la population. Je ne les garde pas pour moi-même. J'ai dit que dans le milieu dans lequel j'évolue, je commence d'abord par moi-même. Je commence par mon milieu. Je ne peux pas étendre une idée vers le haut, sachant que là où je vis, ça ne va pas. Donc je dois commencer d'abord par ma vie à moi-même, dans le milieu dans lequel je vis, en commençant par ma maison, et puis je vois les autres qui sont à côté de moi, que j'améliore les conditions de vie là où je vis.
Je peux créer un paradis là où je vis. Hein? Alors, pourquoi est-ce que je dois aller dans la politique? Moi, je n'ai pas d'ambition politique. Comme ça ne s'est pas bien passé la fois passée, donc ça vous a complètement découragé. J'étais déçue. Mais docteur Bora, qu'est-ce que nous avons suivi des voies. Nous avons suivi ça. Nous savons ce que nous avons eu. Mais ce qu'on nous a présenté, c'est autre chose. Vous voulez que nous allions encore... Cet argent-là qu'on a dépensé, nous n'avons pas été financés. Hein? Nous n'avons pas été financés. Cet argent qu'on a dépensé comme ça, mais on pouvait mieux faire avec ce que nous avons tout autour de nous. Les conditions que nous avons tout autour de nous, on pouvait mieux faire avec cet argent. Pourquoi abîmer de l'argent comme ça? Docteur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine médical en tant que femme? Les difficultés que nous rencontrons en tant que femmes, il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui sont des difficultés privées que je ne sais pas le dire tout haut comme ça. Mais vous voyez, nous travaillons avec les hommes, c'est pas facile. Hein? Vous pouvez aller au travail, vous allez au travail, mais votre chef, peut-être, lui, il a d'autres idées. Il vous met des crocs en jambes parce qu'il vous aime, ou bien, vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est la première difficulté. Si on ne sait pas comprendre que celle-là, c'est une femme mariée peut-être, ou soit c'est une jeune fille qui est à côté de moi et que vous pouvez l'aider parce que vous pouvez être chef mais vous êtes marié et vous avez des jeunes filles tout autour qui sont des médecins. Mais au lieu de les aider, vous voulez les faire vos femmes. Vous voyez, ça c'est la première difficulté qui fait que la femme vraiment n'évolue pas. La femme n'est pas obligée de donner son corps pour être ce qu'elle peut être. Hein? Donc le respect de la femme vraiment n'est pas là, mais on voit quand même certaines personnes qui se respectent aussi. Qui se respectent et qui savent respecter les femmes. Je ne dis pas que dans mon parcours médical, il y a des gens qui ne se respectent pas. Il y a des gens qui se respectent. Il y a des gens qui se respectent et qui respectent les femmes. Mais il y a d'autres. C'est déjà un problème pour que la femme évolue dans le milieu professionnel. Ça, c'est la première des choses. Il y a la deuxième des choses. Il y a des injustices faites à la femme. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que la femme est inférieure, on la considère inférieure jusqu'à son travail. Vous voyez, en dehors de ça, il y a des coups bas qui se passent. Oui, dans chaque entreprise, il y a toujours des coups bas. Ça peut exister aussi. Comment vous expliquez ça, coups bas? Je ne sais pas le dire. Ça c'est un domaine qui est un peu privé que je ne sais pas dire ici à la télévision, mais... Il faut que vous sachiez qu'il y a des coups bas qui se font. Il y a des problèmes professionnels qui se font. Et vous n'allez pas prendre vos problèmes, commencer à les exposer partout. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? Ce sont vos problèmes à vous, vous pouvez les gérer, n'est-ce pas? Et voir dans quel cadre il faut les surmonter et aller de l'avant. Non, on ne fera rien dans la vie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés que vous rencontrez dans ces domaines en tant que femme. Oui, il y a des difficultés qu'on rencontre. Il y a des difficultés, il y a des difficultés, mais quand même, il y a des femmes qui se battent et qui ont de la personnalité. Mais on ne parle pas de ces femmes-là, on parle de vous. Vous parlez de moi. Ouais. Je suis en train de fuir un peu, mais vous... Non, je vois. Bon, je me bats. Malgré qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais je me bats. Pour faire le meilleur de moi-même vis-à-vis de cette population qui est tout autour de moi. Je suis là, je suis l'espoir de ma famille, je suis l'espoir de mon mari, je suis l'espoir de mes enfants, je suis l'espoir de tout celui qui est à côté de moi. Donc je dois me battre, je dois faire le mieux de moi-même pour qu'ils trouvent aussi quelque chose de bien, qu'ils trouvent une satisfaction. Avez-vous un modèle dans ces domaines? Bon, le domaine médical. Oui. Moi, je peux dire, parler de modèle médical, c'est peut-être trop dire. Hein. Moi, je crois que je peux dire des inspirations. Des gens qui vous inspirent? Oui, des gens qui m'ont inspiré. Bon, par rapport à faire d'abord la médecine, il y a mes parents. Mon papa, c'est lui qui m'a inspiré à faire la médecine. Et puis, dans notre famille, mes grands-pères, ils ont fait la médecine. Hein, mes grands-pères, mes arrière-grands-parents, ils ont fait la médecine. Et ma mère elle-même, elle était infirmière. Elle était une infirmière. Donc j'ai eu l'inspiration de
directement de ma famille. Ça, c'est la première des choses. Et le domaine dans lequel j'ai évolué, par exemple l'ophtalmologie, il y a mon chef qui est vraiment une grande inspiration pour moi. C'est elle qui m'a amené en ophtalmologie. Moi, je suis pas partie. Je voulais faire la réanimation, l'anesthésie-réanimation, mais c'est elle qui m'avait inspiré pour dire viens faire l'ophtalmologie. Bon, j'ai pris à la légère. 2 ou 3 fois, on s'est rencontré avec elle. Elle m'a appelé faire l'ophtalmologie et elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris beaucoup de choses et je ne dirais pas qu'elle m'a traité avec dureté, mais elle m'a formé. Et dans la formation, il faut savoir que ce n'est pas facile. Elle a formé mon caractère, elle m'a appris beaucoup de choses et voilà. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, comment est votre relation avec vos collaborateurs? Vous avez dit que ce n'est toujours pas facile pour une femme de se retrouver parmi les hommes et d'essayer de ressortir la tête, mais vous y arrivez quand même. Quand on est femme, devant les hommes, on reste toujours femme. Une femme devant les hommes ne peut pas devenir un homme. Une femme reste femme. Une femme reste mère. Vous voyez, elle reste femme parce qu'il y a une différence entre femme et mère. Quand vous avez cette compassion-là de mère, vous savez bien diriger les choses. Vous voyez, voilà. Devant son chef, quand il est homme, il est chef. Vous devez obéir à ses ordres. Quand vous obéissez à ces ordres, je crois que tout va mieux. Parfois, il y a ce complexe-là. Quand vous êtes chef et que vous devez diriger les hommes, surtout pour les femmes, quand vous êtes chef, vous devez diriger les hommes, vous voulez être au-dessus des hommes. Et l'homme n'aime pas qu'on soit au-dessus de lui. Et ça, c'est ce qui crée un peu de problèmes. L'homme n'aime jamais qu'on soit au-dessus de lui. Il y a ces petits complexes-là. Et ça crée des problèmes tout autour de notre environnement. Mais moi, je pense que si vous comprenez que vous êtes femme, il y a parfois, dans certaines conditions, il ne faut pas y aller en exagérant certaines choses. Vous avez cette impression d'être une mère pour les autres et je crois que tout va mieux. Tout se définit bien et tout va mieux. Donc, c'est une autre façon de juguler un peu cette difficulté que les femmes peuvent rencontrer dans le service, soit dans leur travail. Et puis dans le travail, quand on est femme, on ne doit pas mélanger le sexe et l'argent, ou soit sa dignité. Quand un chef doit prendre, au lieu de considérer cette femme que c'est son subalterne, la considérer comme sa femme. Là, ça ne marche pas. La femme va le dominer dans son travail. Il n'aura plus ce pouvoir-là. Ou soit qu'un chef doit plus avoir cette impression de gagner plus l'argent par rapport aux autres. Et là, ça ne va pas. Par rapport à la femme, soit c'est l'argent, soit c'est sa considération. Mais maintenant, si vous prenez et la femme et l'argent, vous les mettez au même pied d'égalité, là, ça n'ira pas pour vous. Ça sera compliqué pour cet homme et le combat va commencer. Donc une femme, vous la laissez à sa place. Et les femmes, si elle est subalterne, vous la laissez à sa place comme subalterne. Si elle est votre chef, vous la considérez comme votre chef et en considérant qu'elle est femme d'abord et qu'elle est mère. Et tout va marcher. Et si c'est le contraire, là, ça n'ira pas. Et parfois, on fait le contraire et c'est ce qui crée des problèmes. Voilà. Très chers téléspectateurs, je rappelle que vous regardez votre émission Grande Dame où nous recevons pour vous Madame Bora Ouzima Kilimali Agnès. Vous êtes non seulement médecin, vous êtes également fondatrice de l'ONG Yadamé et Corps du Christ. Dites-nous un peu pourquoi Yadamé, pourquoi Corps du Christ, c'est quoi la signification? Pour Yadamé, j'ai fondé cette ONG en 2006. C'est toujours dans le cas des démunis, non? Des opprimés. J'ai vu les femmes qui souffraient tout autour de moi. C'est une abréviation, non? Oui, c'est une abréviation qui veut dire... Là, je voulais former les infirmiers. Donc, j'ai surnommé ça Yadamé. Donc, ça veut dire infirmier à domicile, action mère-enfant. Les infirmiers à domicile, je pouvais les former et ils pouvaient descendre sur le terrain pour aller voir les démunis,
tous qui ont des problèmes, bon, en dehors des démunis, les opprimés, pour leur apporter de l'aide. J'ai commencé avec le petit moyen que j'ai et j'ai commencé à faire déjà quelque chose avec cette population depuis 2006-2007 et je vois que ça évolue. Nous avançons vraiment et ça donne de bons résultats parce que nous avons quand même quelque chose qui promet aussi dans l'avenir. En dehors de ça, le corps du Christ, lui, je l'ai fondé il y a de cela 1 mois et demi. En 2019 ici, il y a 1 mois et demi, j'ai compris que il n'y a pas que le domaine médical qui peut subvenir aux besoins ou bien répondre aux problèmes de la population ou bien qui peut intervenir dans le social. Il y a des gens qui sont engagés aussi, qui ont décidé de venir avec moi pour aider un peu cette population opprimée, démunie. Alors, docteur, on a beaucoup parlé de la politique, on a parlé de la médecine, on vient de parler de vos ONG. Parlons un peu de la famille. Est-ce que vous avez vraiment le temps de vous occuper de la famille? Parce que, en guillemets, je pense que en tant que médecin, vous êtes censé être consulté à n'importe quel moment et ayant sur vous la charge de ces 2 ONG, vous êtes censé être sur les terrains. Étant chef des travaux à l'université, vous devez dispenser vos cours et en même temps, vous devez être sur les terrains pour l'évangélisation. Mais quand est-ce que vous vous occupez de la famille alors? Je m'occupe toujours de ma famille. C'est compliqué. Donc, vous savez, quand on se donne le temps de faire toutes ces histoires, il faut être très fort. Moi, je suis une femme forte. Ça, je te dis franchement. Je suis une femme forte. Et mon mari, il s'étonne parfois et les gens qui me voient sur le terrain, ils s'étonnent. Moi, je suis une femme forte. Donc, j'ai le temps pour me reposer suffisamment. J'ai le temps de me réveiller, j'ai le temps de prier, j'ai le temps d'organiser le tout pour mon ménage, pour mes enfants. Donc, je sais mettre de l'ordre dans tout ce que je fais. Bon, docteur, vous n'avez pas de modèle, vous l'avez dit, mais vous avez quand même des gens qui vous ont inspiré à faire ce que vous faites aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vous prennent pour modèle? Bon, moi, je ne peux pas faire une action pour que je puisse plaire aux gens. Je sais bien dit qu'il y a des capacités que Dieu a mis en moi, non? Dieu m'envoie avec une mission, avec un bagage. J'ai une mission à accomplir. Si je dois le faire pour que les gens voient, là, ça n'a plus de sens. Moi, je pose les actes tels que je dois les poser par rapport à moi, par rapport aux capacités qui sont en moi, par rapport à ce que je ressens pour les autres. Donc, si je dois m'atteler à savoir qui parle de ça, là, ça n'a pas de sens. Mais s'il y a des gens qui parlent de moi, bon, merci. C'est bon. Et je ne pense pas que pour faire quelque chose, il faut seulement avoir des moyens. Je n'ai pas attendu que j'aie vraiment des moyens pour réaliser ce que je peux réaliser. Moi, je crois qu'avec le peu de minimum que j'avais, je pouvais aider celui qui est à côté de moi. Docteur Bora, un mot de la fin à toutes les femmes qui vous regardent. Je dirais à toutes les femmes d'être courageuses. Les femmes doivent être courageuses. Parce que la responsabilité que Dieu nous a donnée n'est pas facile pour une femme. La femme doit avoir un cœur de mère, un cœur de compassion. Moi, je pense que c'est ce qui est important.